Bienvenue dans cette leçon du cours d'économie du sol et de l'immobilier consacrée à l'offre de terrain. Je fais exprès de choisir un titre ambigu pour cette page, pas un seul terrain en vue, pour signifier aucun terrain, mais aussi pas que un seul terrain. Jusqu'ici, nous avons généralement supposé qu'il y avait un terrain qui intéressait un promoteur ou plusieurs promoteurs. Et nous sommes intéressés à leur consentement payé, à leur offre de prix pour ce terrain. En réalité, les promoteurs ont généralement le choix entre plusieurs terrains. Et ça va avoir un impact, bien sûr, sur les prix fonciers. De quoi dépend la disponibilité de terrain? C'est ce que nous allons voir dans cette leçon. Dans les suivantes, nous verrons ce que ça implique d'avoir plus ou moins de terrain à disposition. D'abord, un petit peu de géométrie. Si nous avons une ville concentrique où les activités se concentrent au centre, eh bien, et que nous définissons des cercles de largeur de 2 km, nous calculons la surface à l'intérieur de chacun de ces anneaux. D'abord, l'anneau central ou le cercle central aura 3,1 km². La première ceinture aura déjà 9,4 km². Ensuite, entre 4 et 6 km, on a une bande de 15,7 km², etc. Donc on voit qu'il y a 9 fois plus de place entre 8 et 10 km du centre qu'à moins de 2 km. Et bien sûr, ce qui est important, c'est que chaque point de la ville, de cette ville circulaire concentrique, est d'autant plus accessible qu'il est plus proche du centre. Donc les positions, les emplacements centraux sont particulièrement intéressants pour des projets immobiliers. Et à mesure qu'on s'éloigne du centre pour aller vers la périphérie, la demande de terrain va baisser. Ça va intéresser moins de promoteurs parce que ça intéresse moins d'usagers de ces surfaces construites. La demande de terrain diminue, le consentement payé des promoteurs diminue, en même temps, la disponibilité de terrain augmente. À côté de la géométrie ou la géographie, il y a aussi l'histoire. L'histoire d'une ville qui se développe graduellement en partant évidemment du centre. Et donc, après quelques dizaines d'années, le centre sera déjà très construit et il restera plutôt de la place en périphérie. Donc, automatiquement, non seulement géométriquement, il y a plus de place dans les anneaux extérieurs, mais aussi historiquement, puisque ce sont les terrains qui ne sont pas encore construits. Donc on a bien une demande pour des terrains qui diminue à mesure qu'on s'éloigne du centre et une disponibilité de terrain qui augmente drastiquement à mesure qu'on s'éloigne du centre. La confrontation de ces deux choses va conduire, on le devine déjà maintenant intuitivement, à ce qu'on appelle un gradient des prix décroissant, c'est-à-dire une diminution des prix fonciers à mesure qu'on s'éloigne du centre de la ville. La réalité est encore un petit peu plus compliquée. Il n'y a pas que la géométrie des cercles concentriques, il n'y a pas que l'histoire du bâti qui fait que le centre est déjà construit, la périphérie moins, mais il y a aussi des espaces très très bien situés au centre de la ville, comme ici le jardin des Tuileries ou le jardin du Luxembourg à Paris, extrêmement bien situés, très centraux, mais évidemment totalement inconstructibles, intouchables. Donc on l'a vu, la disponibilité de terrain dépend de conditions géométriques, l'agrandissement, l'étalement de la ville, dépend de conditions légales, quels sont les terrains sur lesquels on a le droit de construire, qu'est-ce qui n'est pas déjà construit. Et finalement, la disponibilité de terrain va aussi dépendre du comportement des propriétaires fonciers. Un propriétaire foncier n'est jamais obligé de vendre son terrain. En général, il va décider de vendre s'il considère que le prix qu'on lui propose est intéressant par rapport à l'alternative qui consiste à attendre dans le but de construire soi-même ou de vendre plus tard. Ça vous rappelle le concept de thésaurisation. En effet, un propriétaire foncier choisit de vendre si le prix qu'il obtient aujourd'hui est plus intéressant, plus élevé que le prix qu'il peut obtenir plus tard, par exemple dans une année. Alors pour comparer correctement, il faut prendre en compte le fait qu'en vendant aujourd'hui, il a de l'argent qu'il peut placer à un taux d'intérêt. La question c'est est-ce que cette somme, prix de vente aujourd'hui, augmentée du rendement du placement de cette somme pendant une année, dépasse ce qu'il pourrait obtenir dans une année s'il vendait à ce moment-là, en touchant éventuellement encore un revenu foncier dans l'intervalle. Alors c'est un calcul que chaque propriétaire peut faire, il le fait différemment. Certains comparent plutôt avec une vente dans 2, 3, 4, 5 ans. À la base, c'est le même raisonnement. Chacun peut avoir des exigences de rendement différentes. Chacun peut bénéficier d'une rente foncière
pour un terrain non construit différentes. Ce qui est sûr, c'est que plus le prix proposé pour le terrain est élevé, et plus il y a de chances qu'il soit intéressant pour le propriétaire foncier de vendre son terrain. Et j'ai représenté ça dans ce schéma où on a en abscisse les mètres carrés proposés à la vente et en ordonnée le prix du mètre carré. Si le prix du mètre carré est très très faible, aucun propriétaire ne voudra vendre son terrain. À mesure que le prix atteint un certain niveau, on va avoir un premier promoteur disposé à vendre sa parcelle à cette surface. Et donc voilà la quantité de mètres carrés qui sont proposés à la vente à un prix qui atteint ce niveau. Si le prix continue d'augmenter, on va tout à coup avoir un deuxième propriétaire foncier disposé à vendre son terrain. Il va ajouter ses mètres carrés à l'offre de terrain. Pour un prix encore plus élevé, on aura encore plus de terrains proposés. Plus le prix est élevé, et plus j'aurai de terrains qui sont proposés à la vente à ce prix. Cette relation entre prix du mètre carré et quantité de mètres carrés proposés à la vente, c'est ce qu'on appelle simplement l'offre de terrain. Et on va la représenter de façon très stylisée à travers une courbe comme celle-ci. La notion d'offre est une notion très importante en économie. De façon générale, c'est la quantité d'un bien que les vendeurs, généralement les producteurs de ce bien, souhaitent vendre en fonction du prix qu'ils peuvent obtenir pour ce produit. Dans le cas du foncier, on parlera d'offre de terrain pour désigner la quantité de sol que les propriétaires fonciers souhaitent mettre en vente en fonction du prix du mètre carré donné. Par exemple, si on a un prix du terrain relativement faible, eh bien on va avoir une quantité de terrain proposée à la vente également relativement faible. Si on a un prix du terrain plus élevé, la quantité de terrain mise en vente, représentée ici, sera d'autant plus élevée, etc. Prix du terrain encore plus élevé, quantité mise en vente encore plus élevée. Dans cette leçon, nous avons vu d'abord les contraintes géométriques ou géographiques sur la disponibilité de terrain qui conduisent déjà en soi à un gradient décroissant des prix fonciers à mesure qu'on s'éloigne du centre. Donc on se rend compte de l'importance de la disponibilité de terrain. Mais cette disponibilité, elle ne dépend pas que de la géométrie, elle dépend aussi de conditions légales, de ce qui est déjà construit. Donc ce sont d'autres contraintes. Et finalement, il y a une contrainte économique qui est celle du consentement à vendre des propriétaires. Et le consentement à vendre des propriétaires fonciers dépend du prix qu'ils peuvent obtenir pour leur terrain. Et cette relation entre prix du terrain et consentement à vendre, nous l'avons représentée par cette courbe ou cette fonction d'offre. Dans la prochaine leçon, nous allons voir l'autre côté du marché, la demande de terrain ou la demande de sol. Et après, on verra comment les deux, l'offre et la demande, se confrontent pour conduire à une détermination des prix fonciers. Merci d'avoir suivi cette leçon et rendez-vous dans la prochaine.